ceux qui assistent pour la première fois à cet événement, c'est Café Scientifique. C'est une initiative du domaine des sciences agronomiques et environnementales de l'Université officielle de Bukavu en collaboration avec Chespin Afrique. Et Café Scientifique a lieu chaque dernier mercredi du mois à partir de 10 heures, heure de Bukavu, au campus sur place à l'Université officielle de Bukavu, au campus de Karélé en présentiel et aussi sur Zoom en distanciel. Revenons maintenant à notre intervenant de ce matin. L'aquaponie est un système qui combine l'élevage de poissons avec la culture de plantes dans un même circuit d'eau. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment améliorer les rendements en aquaponie avec notre intervenant, Monsieur Franck Loutilé, qui examinera les différents types de substrats ou de lits utilisés pour la culture de plantes. Franck est enseignant-chercheur au domaine des sciences et technologies de l'Université officielle de Bukavu en RDC. Il est titulaire d'un master en fisherie aquaponics obtenu à la faculté des sciences de l'Université de Rhodes en Afrique du Sud. Donc, il a l'honneur de nous partager aujourd'hui une partie de son travail, le travail qu'il a accompli donc à l'Université de Rhodes en Afrique du Sud. Je vais donc lui céder la place. Franck, vous êtes le bienvenu. L'écran est à vous. Bon, merci pour la parole. Nous sommes là pour discuter ensemble la partie que j'ai travaillé, j'ai réalisé sur mon travail de recherche en aquaponie, intitulé La comparaison des rendements aquaponiques selon les lits de culture et la gestion des solides dans les systèmes aquaponiques. Vous voyez, le travail est subdivisé en 4 grandes parties, dont l'introduction, matériel et méthode, les résultats obtenus et la conclusion. Et dans la partie introductive, commençons directement. Donc, actuellement, le monde a un problème très sérieux lié à l'insuffisance alimentaire. Et le problème là se manifeste beaucoup plus en Afrique, d'où on est obligé de chercher des solutions dans tous les moyens pour trouver à éradier ces problèmes-là de l'insuffisance alimentaire. Et parmi les solutions, on est obligé de produire les aliments, notamment la viande, le légume, etc., etc. Et parmi les solutions, moi, j'ai songé à l'agriculture pour produire les poissons et à l'agriculture pour produire les plantes. Et en combinant les deux ensemble, il y a moyen de produire à la fois et les plantes et les poissons dans le même système avec la technologie qu'on appelle la technologie aquaponique ou tout simplement l'aquaponie, qui est une science auquel on produit des légumes et les poissons dans les systèmes fermés, un système qui circule les cycles de l'eau et les nutriments sont condensés là-dedans pour produire des légumes et faire grandir également les poissons. Alors, l'aquaponie est caractérisée par la production des poissons et des légumes, comme je l'ai dit. Il est caractérisé aussi par la préservation de l'environnement. Il est caractérisé par l'utilisation des ressources recyclables ou la valorisation des nutriments dans l'eau qu'on utilise. Elle est caractérisée par la disponibilité des produits frais, notamment les poissons et les légumes, et CD contribue à la production alimentaire durable pour lutter contre ces problèmes-là de l'insuffisance alimentaire qui guette actuellement le monde entier. Alors, comme on ne peut pas évoluer sans connaître les concepts qui nous réunissent dans ce travail, il a été question de définir un peu les concepts qu'on a utilisés dans le système aquaponique. Le système aquaponique en soi qu'on a pu réaliser, il est là, il est caractérisé par
les unités que nous voyons tous. Et avec la technologie, j'ai fait la méthode de drainage et remplissage de l'eau dans les lits de culture. J'ai fait aussi la méthode où l'eau était toujours inondée dans les lits de culture des plantes et qu'on appelait hydroponie. Et j'ai pu essayer de mettre un peu le puits perdu que j'ai appelé les temps facultatifs primaires, le PFP, et en soi l'aquaponie que j'ai essayé de dire là-haut. C'est une technique qui essaie de combiner à la fois la culture ou la production des plantes et des poissons dans le même système, dans le système de circulation fermé. À l'intérieur, il y a les filtres mécaniques que j'ai appelés PFP, auxquels on élimine les solides mécaniquement. Il y a aussi les biofiltres à l'intérieur, et les biofiltres est constitué par les micro-organismes qu'on trouve à l'intérieur des lits de culture. Et quand je parle des lits de culture des systèmes inondés, d'autres des systèmes de drainage et remplissage, elle est distinguée par la présence des siphons qui est bleu à l'intérieur des hydroponies ici, ou le lit de culture. Et pour les systèmes inondés, il n'y a pas ici, vous voyez, il n'y a pas les dispositifs plus là-bas. Ça sert à stopper ou à bloquer l'eau, afin que l'eau puisse se remplir petit à petit des lignes de culture des plantes ici pour euh, donner aux racines des plantes les nutriments possibles afin de grandir. Mais dans le système inondé, il n'y a pas de dispositif. L'eau est toujours en permanence à l'intérieur des lits de culture. Et là, on sera obligé de confondre si l'hydroponie travaille avec les plantes aquatiques, tout simplement. Sur ce, on a essayé de créer le système de remplissage et de drainage pour que l'eau se vide et se remplisse petit à petit au fil du temps, en fait de drainer et trouver les rendements essentiels. Et le puits perdu que j'ai appelé PFP, il est là en bleu, bassin facultatif primaire, il est là, il est en bleu. C'est là où je faisais déverser les déchets mécaniquement. Après avoir recouvert les robinets venant du tank des poissons, j'ai brossé là-bas le solide mécaniquement. Et à l'intérieur du pli d'agriculture ici, vous voyez qu'il y a les graviers. Et ces graviers là-bas, il y a les micro-organismes à l'intérieur qui sont constitués par les bactéries et les algues qui essayent de faire les traitements biologiques de l'eau parce que l'eau là-bas doit rentrer dans le système au niveau du poisson en état déjà traité biologiquement. Alors, avec ça, on a donné finition de ce que nous avons comme système aquaponique. Alors, et comme matériel biologique, les matériels biologiques que nous avons utilisés ici dans notre système, on avait utilisé les, les poissons-chats africains appelés Clarias garipinus et les poissons-chats africains là, Clarias garipinus. Elle est ici de la famille des claridés. Famille des claridés. On a utilisé également aussi les plantes. Excusez, il y a le problème technique. On a utilisé, je disais qu'on a utilisé les poissons-chats africains, appelés Othnielopinus, issus de la famille des claridés. On a utilisé également les plantes de Deta acar, on a appelé Vita rigaris, de la famille d'Amaranthacées. Pourquoi on a choisi ces deux espèces? On a choisi l'espèce de poisson-chat à photo parce qu'on est caractérisé par une croissance vraie rapide, croissance rapide. Elle est caractérisée par une bonne protéine animale. Il est caractérisé également par le taux élevé de conversion, donc de conversion d'aliments pour produire la chair ou
pour son corps, pour grossir. C'est un poisson robuste aussi, plus résistant. Il résiste trop au stress environnemental tels que le pH, l'oxygène dissous, la température, etc., etc. Et de même, on a choisi parmi les différentes légumes qu'on peut cultiver en aquaponie, on a essayé de choisir les bêta vulgaris. C'est tout simplement sa durée de croissance aussi. Elle est entre 60 et 65 jours. Il grandit aussi trop vite. Il résiste également aussi à des stress environnementaux tels que pH, température, etc., etc. Mais aussi, il produit une grande biomasse, donc ça possède les biomasses trop élevées. C'est pourquoi on a choisi cette espèce ici, de Butta vulgaris, et l'espèce ici, de Clarias garipinus. C'est tout simplement les bases de leurs caractéristiques là-bas. Alors, euh, l'aquaponie en soi a un très sérieux problème qu'on a essayé d'éliminer. Et parmi les problèmes que nous trouvons dans l'aquaponie, il y a le problème des boues. On a appelé solides, des déchets solides. C'est les boues. Le bout ici provient des côtes des poissons, ou tout simplement les excréments des poissons en d'autres termes, et les aliments non consommés par les poissons. Et chaque fois, on les recueillait et on les pesait et on les séchait dans les tiges en les mettant dans les papiers en nylon. Et voilà, on a les concentrés après avoir fait le processus de les sécher, nous avons ça. Et les conséquences de ces bouts ici et donc de ces crottes et de ces aliments non consommés, ça fait produire assez d'ammoniac dans les tanks des poissons. Or, nous savons tous que l'ammoniac est toxique pour la vie aquatique. Sur ce, il y a aussi le deuxième problème qui se pose, le problème d'oxygénation. L'oxygène est souvent perturbé en aquaponie parce qu'il y a les processus de nitrification et de dénitrification qui s'y réalisent. Avec la présence de l'oxygène, il y a la dénitrification et dans la dénitrification elle-même, il y a des processus. Il y a le processus de nitratation et le processus de nitritation. Alors, ces deux constituent la nitrification en présence de l'oxygène. Donc, ça consomme assez d'oxygène. À l'absence de l'oxygène, il y a le processus de dénitrification qui est au profil des plantes. Donc, la dénitrification est vraiment essentielle parce que là, le processus est fini et les plantes vont avoir les nitrates pour sa croissance. Après cela, on a automatiquement le cycle de l'azote qu'on trouve à l'intérieur de l'unité aquaponique ou dans le système aquaponique. Et le cycle d'azote là, elle fonctionne comment? Il y a des aliments qu'on donne aux poissons qui vont entrer dans le système aquaponique et ça va passer dans les deux processus là de dénitrification ou de, de, de nitratation. Alors, en présence des micro-organismes, des micro-sensibles, les bactéries vont essayer de dégrader les déchets venant aux aliments pour donner aux plantes les aliments qui vont se nourrir. Donc, les plantes vont faire l'assimilation de ces déchets et ça va grandir. Et encore, il y a les racines des plantes qui vont essayer de filtrer les déchets qui vont passer. Et à travers les graviers que nous avons, et les racines des plantes, l'eau va revenir au niveau des tanks des poissons en état déjà traités et filtrés, et les poissons vont encore respirer et vivre convenablement. Alors, avec ça, on s'est fixé des objectifs suivants. Comme objectif général, il est question d'évaluer la qualité de l'eau, la production des poissons et la production des plantes en aquaponie
Et l'aquaponie, là, parce qu'il y en a de plusieurs sortes, l'aquaponie qui utilise le PFP, qui est des primaires facultatifs, font de temps facultatif primaire, je m'excuse. Et c'est ce qu'on a créé comme étant le puits perdu. Et le, l'aquaponie qui utilise les systèmes de drainage et remplissage, mais aussi les systèmes inondés, avec comme objectif spécifique de comparer dans les systèmes de drainage et remplissage par rapport au système inondé, la qualité de l'eau sera comparée, la production des poissons, la production végétale. Et dans les systèmes où on a installé les puits perdus pour élimination des solides, on aura comparé contre les systèmes qu'on garde toujours les solides intérieurs ou non élimination des solides. On aura comparé également la qualité de l'eau, la production des poissons et la production de plantes ou de légumes. Et à travers cette étude, on s'est fixé les hypothèses suivantes parce que le voyage est réparti en deux grandes parties. Il y a la première hypothèse où on aura à voir si on aura une haute production piscicole ou production de poissons dans le système de drainage et remplissage par rapport au système inondé. Deuxième hypothèse, c'est est-ce qu'il y aura une haute production végétale dans le système de drainage et remplissage qui est dans le système inondé? Troisième hypothèse, est-ce que la concentration sera élevée en nitrite dans le système de drainage et remplissage et dans le système inondé? Et dans les trois, comme quatrième hypothèse, est-ce que le système inondé va conserver et minéraliser des déchets solides pour augmenter la production végétale en aquaponie dans le système de drainage par rapport au système inondé? Et quatrième hypothèse maintenant, c'est une question de voir est-ce que le système où on a évacué les solides aura une grande production de poissons par rapport au système où on a les solides à l'intérieur du système. Autre hypothèse dans le même cadre, est-ce que le, les étangs ou l'aquaponie auquel on a évacué les solides produiront assez de légumes par rapport au système où on a gardé les déchets solides? Également, on s'est posé la question, est-ce que le traitement là où on a enlevé des solides aura une grande concentration en azote pour produire assez de biomasse végétale par rapport à l'autre qu'on a gardé les solides à l'intérieur? Et là, on passe au point suivant qui est le matériel et méthode. Et comme matériel et méthode, on commence par la présentation du milieu d'études. Notre étude s'est réalisée en Afrique du Sud, à l'université de Rhodes. À l'université de Rhodes, appelée Rhodes University. Et voilà, le Rhodes est là, précisément dans le point ici où il y a notre faculté, faculté des sciences des poissons, Fishery Science. C'est là où le travail s'est réalisé. Et ça se trouve dans la province de Eastern Cape, en Afrique du Sud. Et ça a duré 5 mois de recherche pour réaliser les résultats possibles qu'on a obtenus. Et voilà, dans le cas des matériels et méthodes, on a expérimentation. On a étudié cette recherche avec des expériences. Il y a l'expérience 1 et l'expérience 2. Et 3 traitements dans ces deux expériences. Dans l'expérience 1, où on aura à utiliser les systèmes de drainage et remplissage par rapport au système inondé, on aura le traitement 1
qui sera composé par le système inondé ici, et le traitement 2 sera composé ou constitué par le drainage remplissage. Et là, on aura 3 réplications du système. Et ici également, dans les drainages remplissage, on aura également 3 réplications. Et l'expérience 2 qui se focalisera sur le traitement des solides à l'intérieur du bassin facultatif primaire, et l'autre où on aura à jeter ces liquides, ces déchets solides dehors du système. Et là, on aura le système de traitement 2 qui va avoir les bassins facultatifs primaires. On aura 3 réplications. Et le troisième traitement maintenant qui sera à part, qui sera le seul qu'on n'aura pas des bassins facultatifs primaires qu'on a appelé puits perdu, où on mettra les solides mécaniquement. Et j'ai bien dit pour une durée de 5 mois et qu'on a fait pour réaliser ces travaux. Je m'excuse. Alors, voilà les l'investissement des systèmes aquaponiques qu'on a réalisé. Et aussi, nous avons les tanks de poissons ici à l'intérieur. Les tanks de poissons est là. Ici, nous avons les lits de culture qu'on appelle encore hydroponie. Ici, nous avons les puisards. Les puisards, c'est le temps où il y a de l'eau propre qu'on va distribuer aux poissons. Et à l'intérieur de ces puisards ici, il y a une pompe. Les pompes là va aider à ce que l'eau circule convenablement dans l'unité aquaponique. Et ici, nous avons le puits perdu qu'on aura à ouvrir un robinet qui est ici derrière, et les déchets provenant des poissons, donc les aliments non consommés par les poissons et les crottes des poissons, tout excrément des poissons, vont se déverser dans le coupes dit ici pour être traités par les micro-organismes et rentrer dans les lits de culture pour subir les traitements biologiques par les micro-organismes légalement et les racines des poissons. Et en fait, ça va se déverser dans des puisards ici, et des puisards à l'aide de moyennant le pompe vont l'emmener dans les tanks des poissons, et ça va rester un cycle chaque jour comme ça pendant 5 mois qu'on a réalisé. Et le point d'échantillonnage tel que je l'ai espéré ici, le système occidental, et le point d'échantillonnage ou de prélèvement, on faisait le prélèvement de la qualité de l'eau à chaque sortie de l'eau. Donc, on avait 5 points d'échantillonnage. À la sortie de l'eau qui quitte dans les tanks de poissons vers les tanks des plantes ou les lits de culture, on prélevait là-bas. L'eau qui sortait des lits de culture vers les puisards, on prélevait là-bas. L'eau qui sortait des puisards vers les tanks de poissons, on prélevait là-bas. Et l'eau qui quittait les tanks des poissons vers les quiches ou les puits perdus, on prélevait là-bas. Et l'eau qui sortait et puits perdus vers les tanks des plantes, on prélevait là-bas. Et c'est comme ça qu'on a réalisé les sanctionnages possibles de la qualité de l'eau pour cette étude. Et bon, voilà. Euh, on a commencé à voir collecter des données. Ici, on essaie de montrer un peu la différence. Après 6 mois d'expérience, quelle est la différence entre les systèmes qui utilisent le système de drainage et de remplissage dans le lit de culture avec la présence des siphons à l'intérieur? Ce que j'ai dit qu'il y a les dispositifs bleus qu'on a appelés siphons, contrairement aux d'autres systèmes qui n'en ont pas, qui sont tous ici les systèmes inondés. Et ici, nous avons le système de remplissage au drainage et remplissage. Donc, l'eau se remplit à un temps et puis se vide en un temps. Mais ici, l'eau restait toujours en permanence
dans le système. Et là, euh, c'est un passage, il y a un petit souci là, je vais. Oh là là, il y a un petit souci de technique. Vous avez besoin d'aide, Franck. Et bon, voilà. Euh, Ici, il est question de montrer dans le même cadre qu'est-ce que ces deux systèmes ou ces deux expériences ils ont en commun et qu'est-ce qui les différencie. Pour les traitements, on a pu montrer là-bas, il y a les traitements de drainage remplissage avec PFI, il y a les traitements de l'eau était inondée seulement, le PFI et les traitements où l'eau était dans le système de drainage remplissage où on n'avait pas les pluies perdues. Voilà la différence qui était là-bas. Certains euh, étangs de drainage remplissage avaient les pieds et les siphons pour permettre le mouvement de l'eau, d'autres n'en ont pas. Il y a eu la présence des tanks des pieds ou des puits perdus pour tous les systèmes inondés et tous les systèmes qui n'avaient pas les puits perdus ici, les nos PFP, avaient les siphons, donc étaient dans le système de drainage et remplissage. Ici, on essaie de poser le recyclage des déchets, comment ça reste, juste pour trouver le cycle normal et rentrer dans la façon. Et ce qui était en commun dans les deux systèmes, nous avons fiche poisson, les tanks de poissons, les poissons chats africains et les standards sous les densités des poissons étaient tous le même, nombre d'aliments qu'on donnait était le même, donc la quantité d'alimentation était le même, type de plantes, les suites ça d'ici, obita, sucre, d'autres vegan, c'était le même, le puisard était le même, pompe était le même, mais aussi les tests FROAT, donc les concentrations de comment, bon. On a essayé de constituer ces box pour essayer de montrer comment le système fonctionnait et qu'est-ce qui était témoin entre nos trois traitements et dans les deux expériences. Dans la combinaison des expériences 1, où on a les variables qui étaient en commun de différentes méthodes avec trois traitements utilisés. Le traitement 1, auquel les solides étaient gardés dans le puits perdu. Donc, les solides des poissons étaient gardés dans le système à travers les puits perdus et les lits de culture étaient toujours inondés. Le traitement les solides étaient gardés dans le système et les lits de culture étaient des drainages et remplissages. Et le troisième traitement, les lits de donc le puits perdu n'existait pas. Les solides étaient restés à l'intérieur de notre système aquaponique et les lits de culture étaient des drainages et remplissages. Dans l'expérience 2, le système aquaponique avec les lits de culture ou hydroponie
qui étaient inondés en permanence étaient considérés comme les sites témoins. On l'opposait toujours au système de drainage et remplissage. Et là, on avait des traitements, un jeu qui montrait comme ça. Les traitements avec les PFP étaient à leur opposition. Et dans l'expérience D, on avait les systèmes avec le puits perdu qu'on opposait toujours contre les systèmes qui n'ont pas de puits perdus. Donc ici, les solides étaient éliminés mécaniquement et ici, les solides étaient gardés à l'intérieur de notre système. Et c'était considéré comme les sites témoins de cette expérience pour avoir à la fin quelle sera la conclusion, quelle est la meilleure parmi ces étangs qu'on a utilisés, quel est le meilleur pour lutter contre cette insuffisance alimentaire qui guette actuellement le monde entier et principalement, si je peux le dire, l'Afrique. Alors, dans, le- dans l'expérience 1, comme le tableau numéro 1 nous le montre ici, l'expérience 1 avec les traitements inondés contre les systèmes de drainage remplissage, voilà les inondés et ceux qui faisaient des drainages remplissage. Ils utilisaient en commun les puits perdus que j'ai appelés PFP et dont le débit était le même partout. Si vous regardez très bien, le débit ici, c'est de 13,3 mètres cubes. Aussi également, des mers ici pour le drainage et remplissage. Ici, le maximum d'état de drainage, c'est néant parce que tout était inondé. Mais dans le système ici de drainage et remplissage, c'était des 9 minutes par heure dans le module d'écriture où l'automobile se faisait. C'est ça que j'ai pu répéter ici pour montrer la consistance. Et ici, c'est les réplications 3-3-3 parce qu'on avait 9 systèmes aquaponiques dans l'ensemble de notre expérience. Et ces deux expériences avaient en commun le système de drainage, remplissage avec le puits perdu. Et ici, système de drainage et remplissage avec le puits perdu. Ce n'est que ces deux ici qui étaient en commun et les autres, c'était vraiment séparés pour avoir une idée d'ensemble que c'est toi. Dans l'état de décrire la collection de données, de la qualité de l'eau, on déterminait chaque jour le pH, l'oxygène dissous et la salinité et la température également. Mais par semaine maintenant, on faisait l'azote dans ces 3 dimensions que vous voyez ici, ammonium, nitrite et nitrate. On faisait la demande chimique en oxygène. On faisait aussi les analyses de phosphore. Et chaque figure que l'on présente ici, c'est l'eau des couleurs, c'est l'eau les couleurs que vous voyez dans les kits qu'on avait utilisés. On faisait la minéralisation, par exemple, du BCO, et on trouvait des résultats et on fait la lecture au spectro que nous avons ici. Ici, nous avons l'ammoniac, ici, nous avons le phosphore, ici, nous avons ici, nous avons nitrate, ici, nous avons DCO et tout se disait ici, le même spectro ici. On faisait seulement la calibration selon les gammes possibles qu'on veut lire et on faisait la lecture. Et d'autres paramètres qu'on faisait journalièrement, ça se faisait au moyen des électrodes que nous avons ici, les pH-mètres avec oxygène, oxymètre à l'intérieur, température, tout ça, c'était prélevé journalièrement à l'aide de ces équipements là-bas que vous voyez. Alors, pour les poissons, dans l'ensemble de notre système, on avait 40 poissons pour chaque système. Donc, chaque tank de poissons, il y a eu 20 poissons, 20 poissons. Et chaque système avait des tanks au-dessus. Et ça fait 40 par système. Et au total, 360 spécimens ont été utilisés pour cette expérimentation.
Et chaque fois, on prenait des poids, on prenait les longueurs, on prenait aussi les taux de croissance spécifiques Dieu qui montait là-bas. Voilà, je mesurais la longueur, j'ai pesé également le poisson, je pèse chaque fois. Et comme c'est dit dans la Paponie, tout ce qui entre et tout ce qui sort doit être pesé. C'est pourquoi j'ai pesé même les animaux que j'ai donné au poisson, je les pesé pour avoir l'idée de ce qui entre. Autant je vais faire sortir quelque chose, que ce soit les algues, que ce soit les déchets solides, là, je dois toujours les peser pour avoir l'idée de ce qui sort. Et de même, quand je vais faire entrer quelque chose comme les poissons, on les pesait pour avoir l'idée. Alors, pour les plantes sur de plantes, les données, dans l'ensemble, chaque système aquaponique, on mettait 16 plantes, ou 16 plantes, si je vais les dire, 16 encore de légumes, fois 9, parce qu'on avait 9 unités aquaponiques dans le système là-bas. Et au total, on avait 144 euh, plantes dans l'ensemble du système. On prenait aussi les poids, et là, comment on faisait? Chaque fois, pendant le prélèvement, on coupait les feuilles et aussi on les pesait pour avoir l'idée de la biomasse totale qu'on est en train de. On suivait aussi les aspects morphologiques des feuilles. Quelle est la couleur des feuilles, comment elle est, il y a des insectes, il y a des parasites, on suivait tout ça. On prenait aussi les longueurs et de la largeur des feuilles et on prenait aussi les concentrations de chlorophylle A avec les chlorophyllmètres ici. Donc, on trouvait concentration de chlorophylle de feuilles dans chaque feuille. On prenait les distances que vous voyez, on prenait les longueurs. C'est ce qu'on faisait toujours ici. Et voilà, on les pesait toujours pour avoir une idée de ce qu'on a reporté le jour-là. Et on faisait aussi les calculs pour trouver quel taux possible de la croissance, voir comment ça a grandi. Et après la récolte, on avait tout enlevé. Et voilà, on a trouvé des racines qui étaient déjà collées au substrat qu'on a utilisé. On avait fabriqué des graviers parce que là, il n'y a pas de sale. On avait pris de l'argile, on a fait sécher ça et puis on l'a brûlé pour trouver les graviers qu'on a utilisés comme le substrat afin de soutenir les plantes et de jouer aussi le rôle de purification de l'eau ou de filtration. Et bon, voilà. Et comme dans le cas toujours des matériels et méthodes, on avait fait les analyses statistiques et là, on a utilisé beaucoup de logiciels, par exemple les Microsoft Excel a été utilisé dans le cadre de collecte de données. On a utilisé les analyses pour réaliser les analyses ici réalisées avec les statistiques à 10. On avait utilisé les logiciels comme les statistiques à 13 pour PES 4.11. On avait utilisé les modèles multifactoriels pour les analyses multivariées. On avait utilisé les facteurs incluants aussi pour des analyses toujours multivariées. On a utilisé les tests des students ou les tests ID-Man-Whitney. Et tout ça pour vérifier si nos résultats présentaient des différences significatives avec, comme le seuil qu'on s'est fixé, le plus-value qui doit être inférieur à 0,05. Et les tests ID-Man-Whitney étaient là pour nous aider à trouver des tests de nos paramétriques si les données étaient vraiment respectées la normalité ou comment. Alors, comme résultat de chaque travail, les résultats, on a abouti à des résultats que voici. Voilà. Dans le système de drainage par rapport au système inondé, le système de drainage a donné l'image qu'on voit ici et je l'ai mis là-bas pour illustrer le résultat que j'ai trouvé. Parce que quand j'ai montré au début des 6 semaines d'expérience, voilà, à la fin de l'expérience, c'est ce que j'ai trouvé
dans le système de drainage et remplissage qui a vraiment bâti le système inondé. Et voilà, en regardant le système inondé, n'a pas présenté vraiment de bons résultats du point de vue rendement de plantes. Contrairement au système de drainage et remplissage, si vous regardez bien dans le nouveau système, là où il y a drainage et remplissage, il y a une forte de biomasse centrale par rapport au système inondé. Et voilà, les résultats, c'est comme je l'ai mis pour le voir un peu. Et après les analyses statistiques, on a trouvé que dans deux systèmes qu'on a organisé, les systèmes inondés avec les systèmes de remplissage, il y a eu vraiment des différences significatives entre ces deux systèmes. C'est tout simplement parce que la valeur des peu de plus-value était inférieure toujours à 0,05 dans tous les systèmes. Vous voyez par exemple, les biomasses de feuilles sèches. Donc, après avoir coupé les feuilles, on les séchait et on a trouvé que la différence était significative. Elle est de 0,002 entre la comparaison de ces deux systèmes, drainage et drainage et remplissage contre le système inondé. Et on a montré que dans le système inondé, il y a eu vraiment des petites plantes par rapport au système de drainage et remplissage où il y a eu des gros. Et en termes de biomasse de feuilles humides également, c'était significatif. Les tiges étaient aussi, présenté aussi des différences significatives. Les racines humides, parce qu'on n'avait pas séché des racines, ça a présenté également des différences significatives. Les biomasses totales de tout ça, la somme a présenté également une différence significative qui est de 0,004. Alors, pour les poissons, dans les deux systèmes, donc le système de drainage et remplissage, à l'opposé au système inondé, n'ont pas présenté vraiment de différences très significatives entre les deux, sauf aux certaines expériences ou à certaines mesures, par exemple, le roi initial, le Congo a présenté une différence significative. Le poids final au Daouma a présenté des différences significatives. Mais pour la longueur, n'a pas présenté de différences significatives. On a les mêmes pour longueur d'autres finales qu'au longueur initiale. Les longueurs n'ont pas présenté de différences significatives. Les facteurs de conditions initiales n'ont pas présenté, et de même que les facteurs de conditions finales n'ont pas présenté de différences significatives. Mais le taux de croissance spécifique en termes de pourcentage de corps, leur corps par jour, ça a présenté des différences significatives qui est de 0,008. Et là, on a vu que les plus petits poissons en termes de poids initial se retrouvaient dans le système de drainage et remplissage, contrairement au système inondé où il y a eu des poids élevés en termes de poids final. Okay? Et de même, pour le taux de croissance, ça prouve que dans le système de drainage et remplissage, il y a donc la croissance était plus rapide par rapport au système inondé où la croissance était ralentissante. Donc la croissance n'était pas trop rapide. Et voilà la différence entre qui est vraiment significative on réglait là-bas. Et voilà, en termes de plans, dans des systèmes inondés, plutôt dans les deux systèmes qui avaient les puits perdus et ceux qui n'avaient pas les puits perdus, la différence de ces deux pour la production végétale n'était pas significative. Ça donnait presque le même résultat. Les plantes ont accepté de pousser convenablement et sans faille dans ces deux traitements ici, avec le coup perdu et ceux qui n'avaient pas les plus perdus, donc où le soin étaient gardés à l'intérieur
Donc, ça n'a pas présenté assez de différence. Et bon, voilà. En essayant de réduire la qualité de l'eau avec production des plantes et c'est des poissons, on a trouvé que les interactions directes qui présentent les flèches bleues et les interactions indirectes aussi, on a présenté en couleur rouge. Et voilà, les poissons sont là. Et lorsque je voulais croiser avec les facteurs de condition du poisson, ça réagit directement. Et les pH et oxygène également a réagi directement avec le poisson. Ça a essayé de réagir également avec le plancton. Selon que des flèches les montrent, les bleus sont les interactions directes et les rouges, ce sont des interactions indirectes vis-à-vis de la qualité de l'eau, les poissons et les plantes. C'est bon, ce qu'on a évalué pour les plantes, donc les chlorophylles A, le tige, les longueurs des feuilles et les largeurs des feuilles. Ici, le poisson, le poids des poissons et le mouvement des poissons. C'est ça ce on a essayé de déterminer comme paramètres quand on collectionnait le symptôme. Et voilà, on disait que les espèces de bêta-vigoros là n'ont pas présenté les différences significatives entre les systèmes avec les puits perdus et les systèmes qui n'avaient pas de puits perdus à les opposants. Les résultats des plantes n'ont pas présenté les différences significatives. C'est tout simplement parce que les valeurs de pi étaient supérieures à 0,05 partout. Et c'est pourquoi on a dit que ça a été similaire, ça n'a pas présenté des différences significatives. Alors, pour les poissons également, les poissons de ces deux systèmes n'ont pas également montré, n'ont pas présenté des valeurs, des différences significatives. C'est tout simplement parce que les pi-valeurs ou les valeurs des pi est toujours supérieure à 0,05 comme c'est fixé, comme c'est. Voilà les résultats qu'on a trouvés. Que ce soit le point final, le point initial, le point final, le nombre initial, le nombre final, les taux, les facteurs de convention initiale ou finale, le tir d'équipe en sens également initial et final. Rien n'a présenté de différences significatives. Elle est toujours similaire ou elle est égale partout. Bon, dans le même cadre, on a essayé de montrer aussi comment les qualités d'ego ont permis la croissance des plantes parce que c'est l'eau qui va faire circuler les nutriments possibles qui va nourrir les plantes pour grandir et ces nutriments vont venir des poissons et c'est l'eau qui va les nourrir. Et voilà, les interactions sont là de toutes les qualités, les paramètres qu'on a déterminés dans la qualité de l'eau. Et ici en bas, nous avons pour les plantes, et au milieu, nous avons pour les poissons. Et les mêmes, les rouges et les verts, ce sont des interactions, comment la qualité de l'eau a permis la croissance des plantes et des poissons dans nos deux expériences là. Et voilà l'exemple des poissons qu'on a trouvé. Après 5 mois d'expérience, les poissons qui étaient des 2 grammes à commencement, on a trouvé maintenant les poissons qui pesaient 1600 grammes après un temps. Et voilà la longueur de ces poissons, à peu près 1 mètre après 5 mois de croissance. Et voilà les légumes comment sont poussés dans le système qu'on a expérimenté. Et ça nous a poussé à tirer une conclusion qu'on va bientôt avoir. En conclusion, dire que le système de drainage et remplissage a amélioré la croissance des légumes et a également amélioré la production du poisson.
contrairement au système ici, on a dit les solides étaient enlevés, au système était avec les solides étaient gardés. Ils n'ont pas amélioré la qualité des plantes parce que rien n'a été approuvé parce que c'était toujours similaire. Donc, on a dit que ça n'a rien à voir avec la production des mais ce système ici, donc le puberty. Et on a également vu que ça n'a pas affecté la croissance des poissons. Donc, rien n'a été approuvé que les plus perdus a amené quelque chose en aquaponie. Alors là, on dit que ça n'a pas amené quelque chose. Et voilà le plan qu'on a tous dans notre système. Là, on est vers la fin de notre expérience. C'est un bon frère qui a travaillé en aquaponie, exemple, on était pour en pognon, etc. Et là, on est vers la fin de notre présentation. J'ai dit et je vous remercie. OK. Donc, avant d'ouvrir la session questions-réponses à tout le monde, je souhaite juste poser une question rapidement à Franck. Si vous pouvez expliquer un peu plus clairement comment est-ce que le système d'inondation fonctionne et aussi celui de remplissage-drainage. J'espère que vous avez saisi ma question. Le système de drainage, remplissage et celui d'inondation, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez dit que vous avez fait l'expérience sur 5 mois. Donc, si vous pouvez expliquer en termes de quantité d'eau, dans le système exemple d'inondation, c'est quoi la quantité d'eau que vous envoyez et quelle est la quantité d'eau qui rentre? Je m'imagine que peut-être la quantité d'eau qui rentre sera plus élevée que celle qui est enlevée. Et puis, dans le cadre de drainage, remplissage, vous aurez la quantité d'eau peut-être qui arrive qui est égale à la quantité d'eau qui est enlevée. J'ai juste envie de comprendre en termes de quantité d'eau, comment est-ce que ces systèmes-là fonctionnent? Ah, dans les deux systèmes, la quantité de l'eau qui était entrée était vraiment la même. Parce que le débit de la pompe utilisée, c'était similaire. Le puisard était similaire et était rempli au même niveau. Au même niveau. La différence était tout simplement dans le système inondé, l'eau ne sortait plus. C'était toujours resté inondé du début à la fin. Mais dans le système de drainage et remplissage, l'eau s'est vidée et après, ça se remplissait encore petit à petit. Et après 13 minutes, comme je l'ai montré là-bas, ça s'est vidé encore et ça s'est remplissait petit à petit. Chaque fois après 13 minutes, ça s'est vidé, ça s'est remplissé. Mais dans le système inondé, c'était toujours en permanence dans l'inondation. Donc, l'eau était toujours là en permanence. L'eau ne se vidait pas. Mais ça avait la même quantité partout parce que le débit de la pompe était le même. Pompe aussi était le même. Le volume de l'eau dans les puisards était le même. Donc, on avait donné l'égalité des chances dans tous les systèmes. Et puis, on l'a laissé se battre entre eux. OK, d'accord, OK. Donc, vous dites que pendant 5 mois, parce que vous dites que vous avez fait l'expérience pendant 5 mois, une période de 5 mois, pendant 5 mois, dans le système inondé, l'eau était stagnante, si je comprends bien. Peut-être que vous vérifiez de temps en temps Oh, OK. Vous vérifiez de temps en temps pour ajouter, pour garder la même quantité. Non, je n'ajoutais pas, c'était toujours comme ça. Oh, OK. OK, merci beaucoup. Merci, je comprends mieux. Merci. Donc, on a aussi David qui est là, qui sert de jury. Donc, je vais commencer en donnant la parole à David s'il a des questions. Sinon, si vous voulez poser votre question, si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main. Quand je vous donne la parole, vous ouvrez votre micro. Rassurez-vous d'ouvrir le micro. Vous pouvez aussi poser votre question dans le chat. Je vais la lire pour vous et puis Franck pourra y répondre. Donc, je vois que David n'a pas sa main levée. Donc, je crois que l'audience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Je veux aussi aller dans le chat.
Ok. David a levé sa main. David, tu as la... Merci, Madame Laetitia, pour la parole accordée. Je pouvais pas manquer quand même de questions, surtout que je fais office du jury. Merci à l'audience qui est en train de nous écouter à pareil moment. Et merci surtout à Monsieur Franck Le Tuy, qui a brillamment présenté son travail. Un sujet assez intéressant et d'actualité, j'ai envie de dire. Euh, Avec une bonne structure, hein, on a vu comment il a évolué de l'introduction à la méthodologie et aux résultats, ainsi qu'à une conclusion. Ça respecte évidemment euh, la structure, hein, d'un travail scientifique bien fait. Cependant, j'ai eu sa présentation un peu à l'avance. Je viens effectivement de me rendre compte de certaines choses, certaines notions que je n'ai pas pu bien détecter euh, à la lecture, différemment à ce qu'il a présenté. C'est toujours le cas. Mais je suis resté avec quand même certaines questions, des observations, je veux dire pas majeures, mineures. Je ne sais pas s'il y avait un temps prévu pour cette présentation, Madame Laetitia, mais il me semble que pour une présentation d'un travail scientifique, aussi scientifique que soit-il, ça nous a pris environ 49 minutes de suivre la présentation. Parfois, on s'est effectivement perdu et on l'a remarqué parce que les slides étaient un tout petit peu chargés avec des redondances parfois où on remarque que au niveau de l'introduction, on ramène des éléments de la méthodologie. On a lu euh, le matériel biologique utilisé, les bacs qui ont servi d'expérimentation, qui sont revenus au niveau de l'introduction, alors que ça devait se retrouver sur l'autre partie de matériel et méthode du travail, ce qui aurait pu nous faire gagner du temps et de suivre effectivement avec tout l'intérêt le travail. Globalement, ça fait 37 slides. Si on se maintient sur les standards internationaux de présentation entre 15 et 20 minutes, on aurait peut-être capté ou capturé l'essentiel du travail de la présentation sur 15 ou 20 slides. Ah, c'est juste une remarque, une observation pour des prochaines peut-être présentations. Et le pouvoir de point, c'est à ça que ça sert. Le PowerPoint, c'est un point, une idée. Peut-être on aurait pu avoir 3 points au point during slide et puis nous explique au lieu de reprendre les textes qu'on avait peut-être déjà lu. Visuel aussi qu'on ne voyait pas très bien, mais ça c'est vraiment très superficiel. Mais pour le fond surtout, j'aurais quelques petites questions et d'autres observations. J'ai remarqué que le travail avait 7 hypothèses. Il me semble que c'est vraiment beaucoup, surtout pour un travail de spécialisation, de master. Euh, et en te voyant présenter les résultats, on a remarqué que tu avais 3 blocs. Système inondé, remplissage, drainage, et puis solide et non solide. Et à la fin, je crois qu'il y a eu quand même une partie liée au rendement. Et à chaque fois, tu liais les 3 blocs des résultats aux plantes et aux poissons. Donc, peut-être que ça aurait été mieux d'avoir à la limite 3 hypothèses principales et essayer de décliner tous les détails de pas trop d'hypothèses qui restaient juste dans les résultats. Ça ferait moins chargé et plus fluide et facile à te comprendre. Peut-être pour la perspective de la publication, parce que je sais peut-être qu'il y a éventuellement cette option-là de publier. Ce serait bien de voir comment filtrer ça et alléger pour rendre moins lourd le, le travail. Euh, alors, question.
Puis j'ai oublié, s'il y a d'autres commentaires, je pourrais les envoyer à Madame Laetitia qui vous les fera parvenir. Mais pour petite question, j'avais envie de savoir comment est-ce que vous avez vérifié que les biofiltres que vous avez utilisés fonctionnaient correctement dans chaque traitement? Comment est-ce que vous vérifiez cela? Ça, c'est ma première question. Aussi, l'une des hypothèses montrait que, ou disait que le PFP améliorait la production végétale. Ça prédisait cela, mais pourquoi est-ce que dans les résultats, on n'a pas remarqué les chiffres qui disent que oui, ça a amélioré ou n'a pas amélioré? Je ne sais pas si vous êtes en train de me capter, Monsieur Franck. Oui, oui, je suis tenté de vous capter. OK. Et puis, dernière question. Je peux répondre? Oui, je pose juste la dernière question. C'est une question liée. Quelles seraient les limites du dispositif expérimental que vous avez utilisé? Parce qu'on n'a pas vu ressortir les limites. Et je sais par ailleurs que les systèmes aquaponiques utilisent très souvent de l'électricité. Je ne sais pas si c'est le cas pour ton étude parce qu'on n'a pas vu ressortir ça. Mais quels seraient les principaux risques qui sont liés à l'aquaponie, surtout dans la situation de l'Afrique subsaharienne, dans les contextes du site tu te trouves maintenant, où la pauvreté, les faibles intrants et les contraintes structurelles surtout jouent un rôle déterminant? Et à la fin, pour clôturer, je n'ai pas remarqué trop la discussion de tes résultats. Donc, tu nous as juste présenté les résultats, tu ne les as pas trop discutés. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses, que tu n'as pas peut-être su lier chaque résultat à son hypothèse et puis discuter en comparant peut-être tes résultats obtenus avec les résultats d'autres études qui existent dans ce champ, euh, dans ces champs expérimentaux. Donc, voici un peu mes modestes contributions à la question. Pour les autres commentaires, je vais les envoyer après pour permettre d'améliorer le travail. Merci, Madame Laetitia. Encore une fois, merci, Monsieur Franck, et bon courage. Merci beaucoup. Pendant donc Franck réfléchit, je veux juste préciser que on emmènera un membre du jury vraiment si le présentateur, si l'intervenant est intéressé, s'il le permet. Donc, nous avons demandé la permission à Monsieur Franck Loutili. On lui a demandé s'il voulait qu'il y ait un membre de jury qui pourrait l'aider à améliorer donc sa présentation ou bien son travail. Et il a accepté. Donc, c'est pas obligatoire. C'est pas, comment on appelle ça, c'est pas automatique. On demande la permission à l'intervenant. Et donc, je voulais juste mentionner cela. On veut vraiment créer un scénario, un cadre assez scientifique qui permet vraiment aux chercheurs d'avoir, comment on appelle ça, des retours constructifs. Donc, c'est un peu ça le but de café scientifique, mais ça dépend vraiment de l'intervenant. Ça, donc, je m'adresse surtout à ceux qui voudront être les prochains intervenants. C'est pas obligatoire, ça dépendra vraiment de vous. Donc, je vais redonner la plateforme à Franck pour qu'il puisse répondre aux questions et peut-être réagir par rapport aux commentaires aussi de David. Franck? Oui, je suis là. OK. Merci beaucoup, David, pour les remarques. Je prends bonne note de tout ça et on pourra discuter après pour voir comment améliorer. Nous sommes là à la disposition de tous parce que le travail scientifique ne s'arrête pas. Il y a toujours des ajouts. Merci beaucoup. Je prends bonne note et on pourra discuter. Et pour quelques questions que vous aviez posées, je peux essayer de répondre. Par exemple, telle que la question de comment vous dites que les biofiltres fonctionnaient ou et travaillaient dans les systèmes là-bas, comment on le savait? On le savait
c'est tout simplement parce qu'on avait l'idée de faire aussi la microscopie pour voir l'étude de ces bactéries là-bas, mais tout simplement parce que il fallait continuer avec des recherches. J'ai pu mettre un peu en exergue, j'ai pu mettre à côté cet objectif-là. Je pourrais le poursuivre après parce que le temps m'était vraiment impatient. Mais tout simplement, on connaissait que les biofiltres fonctionnaient là-bas parce que quand on évaluait la concentration, par exemple, des nutriments à l'intérieur de l'eau échantillonnée dans les PFP, on trouvait qu'il y a eu une différence, surtout des valeurs de pH, mais aussi des nutriments au niveau de l'eau qui venaient dans les PFP où il y a eu assez de micro-organismes que dans d'autres systèmes. Souvent, le pH était moins là-bas par rapport à d'autres systèmes, mais aussi la concentration en regardant la demande chimique en oxygène, par exemple, la DCO également. Les résultats étaient différents dans les tanks de PHP que dans d'autres tanks ou que dans d'autres points d'échantillonnage. C'est ça qui nous avait rassuré que les biofiltres est en action. Sinon, on allait avoir les résultats qui étaient un peu similaires partout ou approximatifs, mais comme il y a eu des décalages, on s'est dit que voilà, il y a les micro-organismes toujours qui continuent à faire les réactions là-bas, mais aussi l'eau en retournant dans les tanks des poissons, on constatait qu'il n'y avait pas excès d'ammoniac, sinon les poissons devraient mourir parce qu'on n'ajoutait pas quelque chose pour leur élimination. Ce sont là les micro-organismes qui essayaient d'équilibrer toujours cette grande concentration d'ammoniac et aussi les algues, essayer aussi de les réduire. Et en fait, ça nous permet de trouver l'idée que ça fonctionnait. Mais c'était vraiment dans les soucis de faire aussi les études bactériologiques pour savoir les types de micro-organismes là-bas ou bien des bactéries qui fait ces travaux-là. Je ne sais pas si on peut passer à la question suivante ou comment. Oui, la question numéro 2, c'est ça? Alors, à la deuxième question, où vous aviez parlé des PFP, différence de ces PFP, comment ça a été apparu dans les hypothèses et dans les résultats. J'ai montré que les PFP n'a pas vraiment présenté de différences significatives comparativement au système qui n'avait pas de PFP. Donc, les PFP et les non-PFP n'a pas présenté de différences significatives du point de vue rendement ou production des poissons et des plantes. Je pense que ça, j'ai essayé de montrer ça. Et le troisième point qui concerne l'aquaponie avec l'électricité, oui, j'utilisais l'électricité parce que les pompes que j'utilisais ne devraient pas fonctionner sans électricité. Et chaque unité aquaponique, il y a une pompe qui était dedans. Donc, ce n'était pas un système avec une seule pompe, mais c'était un système avec beaucoup de pompes. Donc, 9 systèmes et 9 pompes. Chaque système avait une pompe à l'intérieur qui était branchée sur l'interrupteur pendant le parcours de tous les systèmes là-bas. Il y a eu les installations des panneaux solaires également. Chaque fois qu'il y a eu soit interruption du courant, on faisait brancher automatiquement sur les panneaux afin que ça fonctionne convenablement. Sinon, ça ne devrait pas exister sans électricité. Également, pour les problèmes de l'aquaponie en Afrique, on sait que l'aquaponie demande assez de moyens. Ça demande assez de moyens, mais une fois entré en action, ça produit de beaux rendements également. Donc, on peut l'essayer et toutefois d'y mettre beaucoup de sérieux et essayer de voir si on peut produire les aliments qui sont vraiment biologiques, les bio,
et consommer, lutter contre les OGM et voir si on peut améliorer le problème là de l'insuffisance alimentaire qui continue à tracasser le monde entier. Pour le dernier point de discussion, j'avais discuté mes pas avec assez d'auteurs parce que le système que j'ai pu concevoir, j'ai été, disons, le premier à l'exercer. C'est pourquoi quand vous voyez même les figures que j'ai mis, je n'ai pas mis des auteurs parce que c'était ma conception personnelle. Alors, dans beaucoup de systèmes aquaponiques, on ne met pas les tanks de poissons au-dessus. On met toujours les tanks de poissons en bas, mais moi, j'ai essayé de les mettre au-dessus. Et dans le système toujours aquaponique, il n'y a pas de PFP, mais moi, j'ai essayé de voir si on enlève le solide, quel peut être le résultat de l'équime. C'est pourquoi j'ai eu du mal à avoir assez de discussions. Mais dans mon travail de mémoire, j'ai essayé de discuter par d'autres aquaponistes qui ont utilisé d'autres méthodes ou d'autres technologies de l'aquaponie différemment de ce que moi j'ai utilisé. Et c'est un peu ça que je peux dire, mais je prends bonne note. Je pourrais ajouter précédemment un peu de discussion dans mes médias si on aura encore d'autres conférences à faire. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai l'impression que dans l'une des questions, David demandait les limites du dispositif expérimental. J'ai peut-être raté la réponse à ça. Ok. Laetitia revenait sur la question que j'ai posée par rapport aux limites du dispositif expérimental. Quelles sont les limites que tu as rencontrées par rapport à cette étude, par rapport au dispositif même sur ILM? Tu viens de nous expliquer que toi, tu as changé de pratique. Donc, euh, est-ce que tu as rencontré de limites? J'ai trouvé, j'ai trouvé des limites. On peut améliorer des dispositifs. Par exemple, quand j'ai commencé l'expérimentation, les spécimens que j'ai utilisés étaient vraiment trop petits parce que c'était vraiment une étude qui était expérimentale. C'était le premier cas à évaluer. Je n'aurais pas avoir des gros tanks, par exemple, où je peux mettre une grande concentration de biomasse ou de densité des poissons. C'est pour cela il y a eu des limites. Sinon, on pourrait avoir des expériences avec des tanks où on peut mettre même 1000 poissons et commencer à les suivre, comment ça va évoluer. Donc, du point de vue limite, je peux dire que les quantités de tanks que j'utilisais, c'était vraiment des tanks très réduits. Il fallait avoir des tanks un peu très performants pour produire des quantités très considérables. Et comme on est déjà sûr de ce qu'on a fait, peut-être au deuxième essai, on pourrait avoir des tanks vraiment très considérables pour voir comment la production pouvait être améliorée. Hmm. OK, merci beaucoup. Euh, Merci vraiment pour la patience, Alain. Monsieur Alain Okito, merci pour la patience. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonjour Franck et bonjour à tout le monde. Moi, c'est Alain Guitou. Je suis microbiologiste. J'ai bien suivi la présentation de, de notre ami Franck. Et puis, c'est une étude intéressante partant de ce qu'il a présenté. Et vraiment, c'est une très bonne étude. Félicitations. J'avais un peu des petites questions. Bon, je ne sais pas si je peux avoir aussi d'autres compliments en termes d'amélioration, mais comme je ne suis pas juriste, je ne suis pas évaluateur, je dois poser mes questions. Vous pouvez donner vos commentaires, il n'y a pas de souci. Ça va toujours servir. Oui. Oui. J'avais quelques questions, vraiment plusieurs, mais certains ont trouvé des réponses. La première des questions étant profane, je ne sais pas pourquoi est-ce que cher Franck, pourquoi est-ce que vous appelez ça, je ne sais pas, oui, facultatif primaire ou facultatif primaire de ce point? Est-ce que cela veut dire que vous pouvez vous en passer de ça?
Parce que quand on parlait facultatif, ça donne quelque chose où on peut ou ne pas avoir et tout sera toujours normal. Et ça, c'est la première occupation. La seconde occupation est que vous avez utilisé les deux méthodes. Est-ce que l'utilisation des deux méthodes, c'était pour besoin de comparaison ou juste les deux méthodes sont liées? Euh, Donc, quand je dis les deux méthodes sont liées, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de les comparer. Mais si les deux méthodes ne sont pas liées, c'est-à-dire vous devez à la fin, coûte que coûte, comparer tel que vous avez fait. La troisième préoccupation, c'était, vous avez presque répondu, mais c'était de savoir si vous avez une idée exacte sur les espèces microbiennes qui sont là, et particulièrement les bactéries. Parce que quand vous dites que non, vous avez suivi la consommation de la biomasse, et certainement il y avait des bactéries et les algues là, et si nous pouvons avoir une idée sur les espèces types ou les espèces favorables pour consommer ou qui consomment cette biomasse, ça sera encore intéressante. Et je ne sais pas si vous avez une idée ou les études euh, qui vous ont précédé ont prouvé quand même quelques espèces favorables à cette culture-là pour consommer la biomasse. La quatrième question, je me demandais entre les deux drainages, remplissage et inondé, vous avez dit que c'est inondé où il y avait un rendement un peu élevé des plantes, en termes de, je ne sais pas, de grandeur ou de taille, il y avait un rendement élevé dans les drainages inondés, si je m'abuse. Et qu'est-ce qui explique cela? Les drainages inondés, un bon rendement par rapport au remplissage, parce qu'inondé, tel que vous avez expliqué, vous ne changez rien, l'eau est là intacte, et donc, en quelque sorte, il n'y a pas renouvellement des milieux, mais ça donne de bons résultats par rapport à là où il y a renouvellement des milieux, où on peut apporter des nouveaux nutriments. Et tel que j'avais dit, je suis profane. Et quel était le rôle des plantes dans ces milieux-là, dans votre dispositif, dans votre dispositif d'expérimentation? Là, la plante a joué quel rôle? Et l'autre question est de savoir, la quantité. Je reviens sur la question de Madame Laetitia, la quantité d'eau dans l'écosystème. Là où vous n'enlevez rien et là où vous échangez, à chaque fois, il y a remplissage. L'autre là, c'est toujours inondé. Et vous dites que non, la quantité d'eau est restée la même. Je suis un peu confus parce que même si on n'enlève pas, même par évaporation, l'eau peut partir. Et je ne sais pas comment est-ce que vous vous expliquez que cette quantité reste la même, alors que de l'autre côté, vous ne faisiez rien. Donc, il n'y avait pas d'influence de vapeur. L'eau ne s'évaporait pas, ou je ne sais pas, peut-être il y avait un dispositif pour maintenir l'eau à un niveau là intact. Si vous me permettez, la dernière question est de savoir, ou l'avant-dernière, est de savoir, c'est une méthode pilote telle que vous l'avez affirmé réellement, ou peut-être c'est une méthode que vous avez lu quelque part et vous avez essayé plutôt d'améliorer en ajoutant quelques éléments à chaque étape, ou purement c'est une méthode expérimentale pilote que vous commencez à expérimenter. La dernière question, j'ai été long, j'ai dit par rapport à tout ce que vous avez fait, est-ce que cette étude est faisable dans les conditions de la RDC ou les conditions de Bukavu? Et si c'est faisable, quelle est la finalité pour le bien de la population? Merci. Arrière, sur la dernière question, rentrer un peu en arrière.
La dernière question, c'est par rapport à la faisabilité de cette étude. Est-ce que vous pouvez répliquer cette étude dans les conditions de la RDC, dans les conditions de Bukavu, de la ville de Bukavu? Et si c'est vrai, quel est le bénéfice pour la population? Pas seulement nous les scientifiques, mais la population globale. Merci. Merci. OK. Merci, Alain. Franck, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour Alain, merci beaucoup pour les remarques et pour les questions également qui me sont adressées. Pour la première question qui concerne de savoir, qui consiste de connaître pourquoi j'ai appelé ça les dents facultatives primaires. On l'a appelé facultatif, c'est tout simplement parce qu'avec ça ou sans la présence de ces étangs, l'aquaponie doit toujours fonctionner. Moi, je l'ai créé pour voir s'il y a l'impact de ces déchets à l'intérieur des systèmes, tout simplement. Mais d'autres aquaponies, non, n'utilisent pas mais ça fonctionne et ça donne bien. C'est pourquoi on va les mettre. Mais dans le cadre toujours de mes études pour évaluer les déchets solides à l'intérieur, c'est pourquoi je l'ai mis. C'est un peu ça. Pour les deuxièmes points, les deux expériences qui ont été utilisées, est-ce que c'était couplé ou ça peut être lié ou utilisé différemment? Je dis c'était à comparer parce que ce sont deux expériences très séparées, parce que là où l'eau est inondée est différemment de là où l'eau est vidée et remplie encore une fois. Donc, c'était le système qu'il faut comparer, voir comment ça va être. Ça ne peut pas être lié parce que c'est deux systèmes très différents et très séparés. Même le terme l'indique, l'eau se draine et se remplissent encore, et l'eau est en permanence inondée. Pour le troisième point, j'ai dit que l'étude bactériologique devrait être réalisée, mais pour que je ne devrais pas être aussi trop surchargé, en fait, de ne pas finir avec ma maîtrise, j'ai mis ça à côté, mais toutefois, je les avais mis dans les études à poursuivre. Dès que je commence avec les PhD, là, je pourrais maintenant ajouter l'aspect bactériologique et même l'aspect socio-économique de l'aquaponie à l'intérieur. C'est pourquoi je n'ai pas mis vraiment des idées de ce qui concerne quel type de micro-organismes ou quel type ou espèce de bactéries qu'on a vraiment utilisé à l'intérieur de ce système-là. Mais seulement, comme l'aquaponie, on sait qu'il y a des micro-organismes, c'est pourquoi j'ai parlé de ces biofiltres, mais je n'ai pas eu vraiment le temps de déterminer la bactériologie ou de faire l'étude microbiologique ou l'immunomicrobiologie de ces taux-là que j'ai utilisés. Mais à la prochaine, dans des recherches futures, je vais faire ça pour avoir l'idée de ces espèces-là qui sont utilisées en aquaponie. Et le quatrième point qui est entre le drainage et remplissage, les plantes étaient beaucoup performantes dans le drainage que dans le remplissage, dans le système inondé plutôt. Là, vous avez dit pourquoi cette décalage-là. Moi, je peux dire que dans l'aquaponie, les plantes qu'on y plante ou qu'on cultive dedans, ce ne sont pas les plantes aquatiques qui doivent être toujours submergées dans l'eau. C'est peut-être cette eau-là qui a fait à ce que ces plantes-là soient stressées. C'est ça ce que moi j'ai trouvé dans mes analyses personnelles. Mais avec le système où l'eau s'est vidée de temps en temps, après avoir baigné les racines des plantes, les plantes doivent avoir les nutriments possibles qu'ils ont besoin et en fait, l'eau se vide
pour donner les plantes le temps de respirer. Et au fil du temps, ça se remplissait encore petit à petit et ça prenait le lit normal. Et après 13 minutes, ça s'est vidé encore, et ainsi de suite. Contrairement dans le système inondé. Les bêta vulgaris ne sont pas les plantes aquatiques, oui, ne sont pas des plantes hydroponiques ou hydrobiologiques. Ce sont des plantes normales, comme on peut planter les choux, on peut planter les amarantes de toute qualité dans le système aquaponie. Ils n'ont pas besoin d'eau en abondance. Ces plantes ne pas bien données dans le système. Pour le 6e point, le rôle des plantes dans le système. Le rôle des plantes dans le système, c'était d'aider au traitement de l'eau. Parce que les racines des plantes aidaient à la filtration des solides qui pourraient traverser et revenir dans le système, dans les puisards, afin de rentrer dans le système des poissons. Donc, les plantes intervenaient dans le traitement biologique également parce que les plantes se nourrissaient des nitrates venant des eaux avant de rentrer dans les tanks des poissons. Donc, ça réduisait un peu la concentration des nutriments et les nutriments là les aidaient à grandir aussi et traiter également l'eau avant de rentrer dans les cycles normaux de notre système aquaponique. Et 7e question qui parle également de la quantité d'eau. J'avais répondu à cette question. La quantité d'eau dépendait toujours de la pompe qu'on utilisait. Donc, les puisards étaient des mêmes volumes, les volumes de 1000 partout, et le pompe qui les faisait circuler était le même. Seulement, les termes là, inondé et drainage et remplissage, ça se retrouvait seulement au niveau des lits de culture des plantes ou dans l'hydroponie. C'est là où se faisaient ces mouvements. Dans le système inondé, l'eau ne bougeait pas. Ça était toujours comme ça. Et ça sortait, ça entrait et ça sortait toujours, mais ça ne faisait pas de mouvement de stopper et de se vider. Ça entrait, ça a atteint le niveau maximum que j'ai planifié et ça a sorti, ça continue à couler et ça se déversait toujours dans le puisard sans se remplir et sans se fermer. Tandis que dans les drainages et remplissage, les mêmes quantités qui venaient à travers les pompes et qui quittaient le puisard, après avoir rempli ou inondé les lits de plantes, ça stoppait. Et ça pourrait faire même 12 à 13 minutes avant de s'ouvrir pour drainer. Et dès que ça draine, ça va encore stopper de drainer, ça commençait à remplir. Et le mouvement là, ça s'observait chaque après 13 minutes, ça se vidait, ça se remplissait. Mais pour le système inondé, ça restait toujours inondé dans les lits de culture et l'eau se déversait dans les lits, dans les puisards toujours pour éviter qu'il y ait débordement de l'eau au niveau des lits de culture. Je ne sais pas si là, me comprend très bien parce que j'ai passé encore dans cette question-là. Pour le point de méthodologie, si c'était pilote ou si c'était l'essai, moi je dis que c'était encore l'étude pilote ou essai. Parce que quand je faisais la conception de ça, je voyais que les systèmes aquaponiques étaient toujours, l'eau était toujours en permanence et qu'on n'a pas mis de dispositifs pour essayer de stopper l'eau, voir comment ça peut donner, mais aussi il ne sépare pas des solides, les déchets restent toujours à l'intérieur. C'est pour cette raison que moi j'ai dit, bon, je vais travailler en aquaponie, mais je vais essayer de faire quelque chose qui sera un peu différent. On avait essayé de discuter avec le promoteur, il m'a appuyé, il m'a dit oui, ça peut donner. On s'est mis, on a conçu les spécimens que je vais monter là-bas et on a essayé de les monter, on a mis l'eau en circulation, on a vu que ça a circulé convenablement et le système avait drainé.
Et du coup, on a commencé à faire les expériences et on s'est rendu compte que ça a donné vraiment des résultats qui étaient fiables. Maintenant, pour la fiabilité de cela, la dernière question, pour la fiabilité de cela ici dans notre ville, ici ou dans nos pays africains, oui, c'est vraiment des pratiques fiables pour avoir à manger ou pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Parce qu'avec ça, vous avez des poissons en permanence de temps en temps et vous avez aussi des légumes en permanence. Je me rappelle à Rhodes University, on m'avait surnommé Fishman parce que tout le monde qui voulait avoir un poisson à manger, il devait venir me voir. Soit des légumes, chaque semaine, je distribuais des légumes partout à l'université. Les gens venaient prendre des légumes auprès de moi chaque vendredi après avoir fait le prélèvement. Les restes, je distribuais aux gens pour aller manger. Et à la fin de l'expérience, j'ai commencé à donner même des dons à des maisons, soit où il y a des handicapés, j'amenais des paquets de légumes. Et donc, c'est vraiment fiable pour nos pays. Pour nos pays, comme Bukavu, tel que vous avez énuméré, ça peut être vraiment efficace pour nourrir un peu notre ville de Bukavu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Je vais peut-être avoir un appel avec vous pour que vous m'aidiez à installer un tel système dans mon jardin, derrière la maison. Ce serait vraiment intéressant. Je sais pas, normalement, on a déjà débordé de beaucoup, hein. On a déjà débordé de beaucoup. Si Franck peut nous permettre d'avoir 20 minutes de plus, on va aller dans la salle du côté de l'UOB. Il y a aussi des questions. Je vais donc donner la parole à mon co-modérateur, Ellie, pour que on puisse donc avoir les questions qui sont de son côté. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Ireng Bonamdogo Alice. Je suis chercheur et enseignant à l'Université officielle de Bukavu. J'ai suivi la présentation de M. Franck, que je félicite pour le travail vraiment qu'il a accompli. Et je suis en train de comprendre que beaucoup de mes questions ont déjà été posées, peut-être complètement, mais je vais revenir sur quelques éléments. Premièrement, moi, je voudrais d'abord savoir, Franck, pourquoi avoir choisi les clarias et pourquoi aussi avoir choisi cette espèce de plante. Deuxièmement, vous avez travaillé dans une serre, n'est-ce pas? Vous avez travaillé dans une serre, mais j'ai compris que vous avez ignoré la température. Pourtant, c'est un facteur physique qui influence les autres facteurs dans la serre. Je ne sais pas pourquoi vous avez ignoré la température. Aussi, ça devait être ma question, donc le rôle des plantes. Et j'ai compris que l'eau qui était en contact avec les plantes était aussi en contact avec les poissons. Et vous travaillez toujours dans une serre, mais vous n'avez pas prélevé les paramètres physico-chimiques la nuit. Pourtant, nous savons que c'est la nuit que l'oxygène a tendance à diminuer et c'est là où ça fait nuire, où ça pouvait même nuire à votre expérimentation. Donc, pourquoi vous n'avez pas prélevé l'oxygène dessous la nuit? Aussi, je suis content de comprendre que la problématique est venue de vous et votre promoteur y a adhéré, mais je voudrais comprendre par rapport aux réalités d'ici chez nous. Hein? Quelles étaient vos motivations et quelle est la contribution et qui sont les bénéficiaires de vos résultats? Donc là, je parle particulièrement de Saint-Kivu ou de notre pays. Je n'ai pas vu de recommandations aussi, mais j'ai compris que vous avez dit que le travail n'est pas fini. Sinon, la question est de savoir si l'édit a été achevé et qu'est-ce que vous n'avez pas fait et que si vous l'aviez fait, ça aurait peut-être apporté encore plus à cette éthique. Merci.
Je peux répondre? Oui, collègue, à lycée, je peux dire que euh, pourquoi on avait choisi les clarias? Oui, il y a beaucoup d'espèces qu'on peut utiliser en aquaponie, comme les tilapia, comme les carpes, etc., etc. Mais moi, j'ai choisi les clarias, c'est tout simplement parce que les clarias, j'ai trouvé que c'est un poisson très résistant. D'abord, ça résiste à des conditions des de l'environnement, ça vit vraiment dans les conditions extrêmes de l'environnement, comme pH, température, oxygène, dissous, etc., etc. Encore, c'est un poisson vraiment qui produit assez de protéines animales. Aussi, c'est un poisson qui est vraiment robuste. Ça grandit aussi très rapidement. C'est pourquoi j'ai choisi ça comme poisson d'expérience. Ça, ce sont les caractéristiques qui m'ont poussé de choisir ça. J'ai choisi également l'espèce là de Beta vulgaris comme plante. Il y a aussi également beaucoup de plantes qu'on peut utiliser en aquaponie, comme les choux, comme le solanacée. Il y en a vraiment nombreux. Mais moi, j'ai choisi ça parce que aussi, ça possède les durées de croissance qui est très réduite. Ça grandit entre 60 et 65 jours. Et ça résiste également aussi à des stress environnementaux. Et aussi, ce ne sont pas trop attaqués par les parasites, les insectes parasites. Et aussi, ce sont des plantes qui produisent des biomasses très considérables, donc des légumes en permanence, en gogo. Comme j'avais envie de faire nourrir ou avoir assez de légumes, j'ai été obligé de chercher l'espèce qui va produire assez de légumes. C'est cela, les réseaux qui m'ont poussé à choisir l'espèce de Clarias garipinis, mais aussi de Beta vulgaris. Le rôle des plantes en aquaponie, on l'a déjà dit, ça nous aide à traiter de l'eau ou à nettoyer les puretés qui sont passées à travers les nourritures ou les excréments des poissons. Les racines des plantes essaient de purifier ou de nettoyer ces eaux là-bas, mais aussi de capturer les restes d'azote pour nourrir les feuilles des plantes également. À se nourrissant de cet azote-là comme nitrate, l'eau sera euh, nettoyée. L'azote sera fini et l'eau va rentrer dans l'épuisage pour rentrer encore dans le système, dans les tanks de poissons en état traité ou purifié. Alors, pourquoi on n'avait pas mesuré l'oxygène la nuit au moment où je travaillais dans les serres? Je travaillais dans les serres également, on n'a pas mesuré la température et l'oxygène dissous. Oui, également, c'était l'idée de les faire la nuit, mais c'est dans la nuit où je faisais maintenant le traitement de mes données parce que j'ai toujours derrière les temps, je ne devrais pas rester là-bas, sinon ma bourse allait se couper sans que je termine. Alors, j'ai sacrifié les expériences de la nuit pour me concentrer à la rédaction et au traitement des données de ce que je faisais. Mais vraiment, c'était idéal de faire ça la nuit parce que la nuit fait hyper chaud que la journée. Mais aussi, dans les serres, il y a eu le thermomètre qui était installé là-bas pour voir s'il fait très, très chaud. Je pourrais ouvrir les deux extrémités et les fenêtres aussi, ou plier un peu le serre pour trouver des ébats de chaleur pour ne pas faire sécher les plantes. Donc, il y a eu les thermomètres qui étaient installés là à l'intérieur des serres. Mais tel que je n'étais pas intéressé avec les prélèvements de l'air ambiante, bon, j'avais négligé de prendre ces paramètres-là, mais il y a eu un thermomètre qui était installé là-dedans. Bon, pour ce qui est des réalités d'ici chez nous, quelle est la contribution de cette étude précisément à Bukavu? Parce que c'est un système qui utilise peu d'eau avec les systèmes fermés. On peut les installer partout pour commencer à produire localement nos poissons ici, au lieu de nous amener des poissons qui sont conservés, on ne sait pas de quelle façon, soit on y met du formol, on ne sait pas.
Actuellement, on est en train de nous vendre des poissons, on ne sait pas leur façon de conservation, c'est comment. Les poissons qui peuvent faire 3 mois dans la route pour parvenir au Congo, ça venait par exemple de la Chine jusqu'au Congo, mais ça ne pourrisse pas. Et on les met au marché et les gens viennent acheter ça. Et puis, ça peut faire encore des semaines et des semaines. Les poissons ne se détériorent pas. Il n'y a même pas aucune mouche qui vienne se poser là-dessus. Donc, on doute fort de ces poissons. C'est pourquoi il est question de voir comment on peut être autonome et commencer à produire de nous-mêmes nos poissons frais ici et de ne pas être dépendant. C'est facile que chacun avoir un système aquaponique chez lui. Il est question tout simplement d'avoir une pompe et avoir des tanks et un peu de courant en permanence. Et comme il y a des panneaux déjà qu'on voit par-ci, par-là, c'est facile qu'à Bukavu, qu'on trouve un endroit, comme ici à l'université, on peut créer même une ferme aquaponique et on a des étendues qu'on a dotées à notre université euh, pour produire des plantes. On peut avoir aussi ça pour produire des poissons et faire l'aquaponie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions du côté de l'UOB, je vais donc aller dans le chat. Il nous reste à peine 9 minutes. Je vais donc aller très, très vite dans le chat. Il y a une personne qui demande, elle n'a pas son nom, mais elle dit bonjour Franck, comment a été alimenté les poissons? La ratio et aussi la fréquence. Donc, ça, c'est la personne dit bonjour Franck, comment étaient alimentés les poissons? La ration et aussi la fréquence. Et puis, il y a David qui dit il faudra intégrer également l'aspect empreinte environnementale du système aquaponique et trouver un moyen de résorber ce problème. Donc, ça, c'est plus une remarque ou un commentaire, je veux dire. Donc, je vais donner la parole à Léon et puis après, vous pourrez répondre, Franck, à toutes les questions une bonne fois après que Léon ait posé sa question. Léon, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, bon, je suis très content. Je pense que vous m'écoutez. Oui. Oui. Bon, d'abord, ce n'est pas une question, je sais pas comment je peux dire ça, remarque ou quoi. Premièrement, Franck, il a fait sa recherche ici. C'est moi qui l'ai accueilli. Et il a fait les besoins avec nous. Alors, je voudrais un peu faire des commentaires dans cet aspect. Et j'ai vu, même si mon domaine n'était pas similaire avec le technicien, j'ai vu comment il a fait les choses et j'ai été intéressé. Toutes les questions que vous posez là-bas vous semblent difficiles parce que vous n'aviez pas vu ce qu'il avait fait. Mais si vous étiez là, c'est facile. Et quand lui-même a dit que en Afrique, l'aquaponie peut être chère, j'ai trouvé que non, ce n'est pas cher. Le problème est que c'est notre esprit. Quand vous avez déjà dit que ma taille n'est pas et je ne peux pas les vaincre, c'est-à-dire vous n'allez pas les. Quand vous dites que cette méthodologie, parce qu'on n'a pas de machines, on n'a pas des outils, c'est cher. Non, ce n'est pas cher. On n'a pas le courage, on n'a pas l'esprit de vouloir essayer. Mais ce n'est pas compliqué. Juste une pompe, ça peut aider. La production végétale, là, dont il a dit, c'est vraiment, ça a été impeccable. C'est nous qui mangions tout ce là. L'aspect que j'ai voulu scientifique, que j'ai voulu soulever, est que nous étudions dans des pays anglophones pendant que nous sommes Alors, la présentation, par exemple, de l'exposé de France est mélangée. Français-anglais. Ce sont des remarques. Il faut, si nous sommes dans la francophonie, essayez de traduire. Ce n'est pas facile, mais on doit prendre des efforts là. Et limitons-nous en français. Et si on veut être un peu au milieu, français, anglais, ce qui peut être très lourd,
Si vous voulez que l'audience anglophone puisse vous écouter et bénéficier, il faut alors mettre l'anglais et le français à côté. Alors, ça faisait un peu compliqué. Il est en train d'expliquer les PFP, l'abréviation est en anglais, mais le terme anglo est en français. Bon, c'est un peu sur le plan forme du travail, ça complique un peu. Alors, l'aspect microbiologique, je voudrais un peu aller sur il y a quelqu'un, Alain, microbiologiste, qui a voulu faire Vous sortez un peu entrecoupé. donc, il n'a pas travaillé l'aspect microbiologique parce que ce n'est plus dans les plantes là. Ce n'est pas du laboratoire. Il s'agit plus de Léon, désolé, c'est Franck qui disait qu'il ne vous recevait pas trop bien, c'était entrecoupé. Si on va leur donner le temps peut-être d'ouvrir le téléphone. Ok, il a un téléphone, vous pouvez continuer. J'ai ça va. Franck mentionnait qu'il ne vous entendait pas et vous ne l'entendiez pas non plus. Mais sinon, il vous a perdu, je crois, au niveau quand vous disiez que il avait son PowerPoint, certaines parties étaient en anglais et qu'on devrait améliorer ça. Donc, Ok, voilà. Alors, comme il ne reste que peu de minutes, je vais être bref. Bon, je voudrais seulement commenter un peu à propos des questions d'Alain sur le plan microbiologique, les bactéries. C'était très intéressant. Même lui, je lui disais qu'il fallait connaître quelles sont les bactéries qui font les biofiltres de ton matériel. Mais ils n'avaient pas la facilité de faire ça parce que ils ont su l'eau plus que ça dans la microbiologie. Maintenant, après qu'il a défendu et puis il est parti, nous sommes restés, notre département de biotechnologie de l'environnement est en relation avec l'Institut de l'eau là. Derrière lui, on a fait des recherches parce qu'on voulait vider tout ce qu'il lui avait fait. J'ai récupéré tout ça, certaines choses, et moi j'ai fait l'étude de microbiologique de ça, c'est-à-dire isoler les bactéries. Comme je suis microbiologiste, j'ai isolé 12 bactéries que Franck, s'il vient pour sa thèse, il va trouver ça ici. Et j'ai gardé ça. C'est que ce qu'il reste à faire, quand lui viendra, je lui donnerai ces bactéries pour l'identification, savoir quelles sont exactement ces bactéries. Et s'il continue avec les recherches, il va isoler les autres bactéries et on va comparer est-ce que ce sont les mêmes bactéries ou bien ça change au fil du temps. Mais ce n'est pas difficile ce qu'il a fait, c'est vraiment impeccable. C'est faisable à moindre coût. Ce n'est pas cher comme il le prétendait. On peut faire ça à Bukavu, même à Turbe dans son village. Merci beaucoup. Franck, ouvrez le micro. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de pouvoir continuer avec ça et poursuivre ces recherches-là. Je suis content et une fois arrivé là-bas pour les PhD, on pourrait toujours continuer et déterminer d'autres bactéries possibles qui peuvent intervenir dans cet traitement biologique dans le cadre du biofiltre là. Merci beaucoup, je prends bonne note et je suis très content de voir que mes aînés ont continué avec ce que j'ai laissé comme recherche. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Donc, vous pouvez répondre à la question de la personne qui demandait comment étaient alimentés les poissons. Et puis aussi, elle demandait la ration et la fréquence. Comment est-ce que les poissons étaient alimentés? Il y a une question. La question est la suivante. Comment étaient alimentés les poissons? La ration et la fréquence. Ça va. Les poissons étaient alimentés par les granulés. Et j'ai montré pendant la présentation comment est-ce qu'on pesait les granulés qu'on donnait aux poissons. Donc, l'aliment des poissons était pesé. Chaque chose qui entrait dans le système était pesée et on les répartissait toujours en fonction des biomasses parce que les poissons devraient manger
au moins 3 fois de leur corps pendant le stade juvénile pour les permettre de bien grandir. Il y a des calculs qu'on fait là-bas. De temps en temps, qu'on est en train d'évoluer avec le système, il faut toujours faire des calculs parce que plus vous les nourrissez autant de fois, plus ça va déféquer, plus les restes d'aliments seront trop nombreux dans le système et vous allez intoxiquer le système et les poissons vont mourir et vous allez tout perdre. Donc, il y a des calculs qu'on fait et à chaque stade de l'évolution, on change la quantité qu'on donne aux poissons. Il faut toujours se rassurer comment vous êtes en train de les nourrir. Et j'ai donné la manger le matin et le soir. Je ne nourrissais pas à midi pour éviter que je ne puisse pas perturber l'eau avec les montées de l'ammoniac qui est toxique dans la vie aquatique. C'est ça, au fait, ce qui est de la ratio et la fréquence. La fréquence, c'est le temps que j'ai donné. J'ai donné le matin et le soir à manger. Et je les nourrissais au pourcentage 3% de leur poids, de leur corps. Donc, je faisais des calculs pour avoir un peu les taux de nourriture, les tests de ratio. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin donc de la session de ce soir. Nous avons vraiment apprécié. Nous avons vraiment apprécié votre travail. Merci vraiment d'avoir partagé tout ce dur labeur avec nous. Merci aussi à l'audience. Vous pouvez garder donc contact avec Franck si vous voulez qu'il vous aide peut-être à mettre en place ce genre de système, le genre de système qu'il vient de présenter. Moi, j'ai l'intention, bien sûr, d'essayer de mettre cela en place. Et donc, je veux souhaiter à tous un bon mercredi et j'espère vous revoir nombreux encore l'année prochaine dans le cadre de Café Scientifique. C'était notre dernier événement de l'année, mais on se retrouve dans 2 semaines dans le cadre des activités de Chess Green Africa, soirée conservation. Ce sera David Mouloumé qui est ici avec nous qui va présenter. Donc, merci encore du fond du cœur, Franck, et au revoir à tous.